Le moment où on se dit qu'on va essayer de faire un bilan, une identification, un diagnostic, je pense que la première question à se poser, c'est déjà de savoir quel est l'objectif. Où ça peut plus poser problème, ce sont les personnes qui, en fait, en sont beaucoup trop convaincues. Et à ce moment-là, ça rentre un peu plus dans le cadre, généralement, des troubles de la personnalité, qui vont chercher une identité et qui passent par ces hypothèses diagnostiques dans une recherche identitaire et qui est plus liée, du coup, à des éléments, on va dire, plus psychologiques et qui sont liés, voilà, à leurs troubles de la personnalité. Et c'est plutôt là, pour moi, qu'est le problème. C'est d'imaginer qu'on peut expliquer, en fait, du psychologique par juste du cognitif. C'est important de pouvoir aussi montrer un esprit critique et de pouvoir s'y tenir et de faire confiance aussi à sa propre intelligence, au-delà de toute question de HPI, mais à sa propre intelligence et à ne pas croire tout ce qu'on entend, en fait. De se montrer exigeant envers ce qu'on croit. Voilà. Ah, hyper intéressant, du coup ça va dans les deux sens, j'allais dire, c'est oser se remettre en question et oser remettre en question sa représentation de soi et du monde, et oser remettre en question aussi les infos qu'on entend, qu'on voit et qui viennent à nous. Exactement. Bonjour et bienvenue dans La Trêve, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vous-même. Dans cet épisode, avec mon invité du jour, on parle de troubles neurodéveloppementaux et de tout ce qui gravite autour. TDAH, HPI, hypersensibilité, etc. On répond ici à des questions que vous vous posez certainement. Je suis Caroline, une guerrière qui voit la vie comme une grande aventure, qui n'est pas toujours facile, mais qui n'a pas forcément à être un combat. Pour moi, c'est un voyage vers et avec soi. Dans ce podcast, je vous partage cette vision en portant ma casquette de sophrologue et coach holistique. Vous trouverez des réflexions, des pratiques et des interviews pour explorer ensemble des clés pour faire la paix avec la vie. Parce que je pense que c'est la clé de l'équilibre intérieur. Et la première étape d'un processus de paix, c'est la trêve. Ici, je vous invite à faire une pause pour, au fil des semaines, faire la paix avec vous-même et voir le monde sous un autre angle. Alors rejoignez notre communauté de guerriers et de guerrières pacifiques, abonnez-vous et faites de ce moment votre trêve. Bonjour Nadia. Bonjour Caroline, ça va ? Oui, ça va, merci et toi ? Ça va. Top. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, je t'en prie. Alors, avant de démarrer, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Ok, du coup, je m'appelle Nadia Waxin, je suis neuropsychologue. Peut-être présenter rapidement la neuropsychologie, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un métier connu de tout le monde. En fait, neuropsychologue, généralement, quand je le présente aux néophytes, j'explique que c'est un genre de chaînon manquant entre la psychologie et l'orthophonie, en fait. Ça ressemble un petit peu à un mix des deux, où on est psychologue, mais en même temps, on utilise pas mal de tests d'évaluation, qui sont parfois d'ailleurs en commun avec l'orthophonie et qui servent à mesurer les fonctions cognitives. De base, c'est très orienté neurologie, en fait. C'est une logique très lésion dans le cerveau, et du coup, on va regarder qu'est-ce qui ne fonctionne plus, donc la mémoire, l'attention, le langage, ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, ça s'est développé parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, plein de personnes avaient des troubles cognitifs, et pas que les personnes qui ont eu des lésions cérébrales. Et donc, récemment, avec le temps, la neuropsychologie s'est étendue au domaine de la psychiatrie. Et donc, dans la psychiatrie, on retrouve les pathologies psychiatriques de base, comme on se les imagine, donc c'est-à-dire la schizophrénie, la bipolarité et autres psychoses. Mais il y a aussi les troubles de la personnalité, aussi les troubles neurodéveloppementaux, donc TDAH, autisme, dyslexie, dysmachin, dysbidule. Et voilà, donc les neuropsychologues actuellement sont dans plus de domaines qu'auparavant. Donc dans beaucoup de domaines au final. Ok. Donc voilà, donc ça c'est mon métier que je pratique depuis quelques années maintenant. Et donc au fil du temps, d'expérience, de hasard et de la demande du public, on va dire, je me suis spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux et la psychiatrie aussi plus générale. Donc je travaille surtout en ce moment avec des personnes TDAH, mais après aussi avec des personnes autistes, avec des personnes plus sur des questionnements d'évaluation de l'intelligence, avec du HPI aussi, voilà. Des adultes ? Adultes, ouais, que adultes. Ok. Voilà. Très bien, merci. Au-delà de ce que tu fais, qui es-tu ? Question que je pose à tous mes invités au démarrage, c'est quel type de guerrière de la vie es-tu ? C'est une très bonne question. Je pense que généralement, j'essaye, en fait. Je pense que je pourrais définir une carrière qui essaye, quoi. Je tente. J'essaye des trucs, voilà, j'expérimente. Parfois, il faut vraiment se faire violence et c'est vraiment dur. Mais j'essaye avec un taux d'échec existant.
Mais j'essaye. Ça veut dire que t'es OK avec l'échec? Oh non, pas tellement. Hein. Non, je le vis assez violemment. J'aime pas du tout l'échec et je l'évite au possible. Mais bon, je sais que c'est un moment, ça arrive et qu'il faut l'accepter aussi, mais ça picote un peu quand même. Je fais une petite parenthèse pour les curieux et les curieuses. Si vous avez envie de découvrir l'archétype qui vous reflète le mieux, vous pouvez faire le test sur mon site harmonie-3c.fr. Quel type de guerrier-guerrière de la vie êtes-vous ? Je vous mets le lien en description, c'est un quiz gratuit, simple et ludique qui vous propose une nouvelle grille de lecture sur votre personnalité, vos motivations et votre talon d'Achille. Vous pourrez également découvrir des exemples de personnes célèbres ayant le profil le plus proche du vôtre. Ça permet souvent de se sentir un peu moins seul. Et puis, surtout, ce test vous donnera une idée de la plus petite action que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour amener du changement dans votre vie et un peu plus d'harmonie. Voilà pour la parenthèse, revenons à notre épisode du jour. Tu l'as dit, tu es spécialisée du coup dans l'évaluation et la prise en charge de divers troubles neurodéveloppementaux. J'ai appris TND, je l'avais jamais entendu. Oui, troubles neurodéveloppementaux, ouais. C'est vrai, c'est ce qu'on utilise quand on est suffisamment initié pour arrêter d'utiliser les mots longs, genre troubles neurodéveloppementaux. Voilà. On parle juste de TND et plein d'autres acronymes rigolos à utiliser pour faire un peu connaisseur. Oui, des termes qui sont même pour certains presque devenus entre guillemets à la mode. Et j'ai l'impression que ça peut amener certains dangers, des dangers de sursimplification, d'interprétation, d'auto-évaluation parfois, et ou le risque de s'enfermer dans une étiquette, etc. Pourtant, pour certaines personnes, c'est vraiment important, voire libérateur, d'avoir un diagnostic clair, des outils concrets, ou trouver ou prendre sa place et peut-être transformer ce qui était perçu comme une faiblesse en force. Mmh. En fait, je me demande à quel point la communication, la vulgarisation et la prévention autour de ces termes est juste, à quel point les diagnostics sont utiles, quels en sont les vrais bénéfices, mais aussi les potentielles dérives. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois peut-être des dérives, par exemple, de l'émergence d'un véritable business autour de ces termes ? Donc la question qui m'intéresse et que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est quand et comment un bilan neuropsy est-il vraiment utile ? Ok. Beaucoup de questions. Oui, mais c'est pas grave, je retiens. Il y a beaucoup de choses à dire, on va y aller par étapes et commencer peut-être par poser certaines bases. Alors tu en as déjà posé quelques-unes en expliquant, en resituant du coup ce qu'est le domaine de la neuropsy, et le fait que ça touche aujourd'hui un petit peu plus à la psychiatrie. Déjà, par curiosité, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené, conduit à te spécialiser dans ce domaine-là ? Ok. Alors de base, je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a paru déjà assez évident, je crois, dès la fin du collège que j'allais faire psy. Enfin, en soi, cette idée de faire psychologie, déjà, chez moi, est venue de cette espèce de paradoxe d'impression de parfaitement comprendre les gens et en même temps de pas du tout les comprendre. De vraiment très bien sentir, mais en même temps me dire, mais par contre, je comprends pas du tout. Enfin, ça reste quand même infiniment mystérieux comment fonctionnent les personnes de manière générale. Mais sans aucune connaissance de l'existence de la neuropsychologie, parce que c'est pas le domaine de la psychologie qui est le plus connu. Et en fait, c'est à la fac que j'ai eu des premiers cours de neuropsy, que j'ai découvert ce que c'était, et que en fait, j'ai découvert que je pouvais rassembler mon intérêt naissant pour tout ce qui est neurologie et tout ce qui était sur le fonctionnement du cerveau et le côté plus biologique, et la psychologie, et que ça s'appelait la neuropsychologie. Donc ça, je trouvais ça assez merveilleux. Après, le problème, c'est que déjà aussi, à la fac, dès les premières années, je savais que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la psychiatrie. Donc vraiment, les pathologies psychiatriques et les troubles psychiatriques de manière générale. Et donc, du coup, ce qui me faisait hésiter avec la psychologie qu'on appelle clinique, donc c'est la psychologie avec le psychologue qu'on imagine au quotidien, quoi, celui qui parle, qui discute avec la thérapie par la parole. Donc, ça me faisait hésiter entre psychologie clinique et neuropsychologie, et j'ai découvert qu'en fait, la neuropsychologie, doucement, très très doucement, commençait à exister en psychiatrie. Donc ça a été le dernier élément qui m'a fait me décider à m'orienter vers la neuropsychologie, dans le but justement donc, de travailler en psychiatrie. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la psychiatrie ? C'est cette idée de comprendre le fonctionnement ? Il y a un autre domaine que j'aime beaucoup, qui est la gériatrie. Je crois qu'en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est le fait qu'il n'y a pas tellement d'espoir de rémission. Enfin, ça peut paraître un peu sombre dit comme ça, mais qu'en fait, ce sont des pathologies et des troubles avec lesquels il faut
apprendre à vivre. Donc c'est vraiment une reconstruction de soi-même, une reconstruction de son identité, une reconstruction de qui on pensait être, de ce qu'on s'imaginait pouvoir faire de notre vie, de nos capacités et de la vision qu'on a de nous-mêmes et de la vision qu'on a de notre propre fonctionnement et du fonctionnement des autres, qu'on doit travailler, incorporer cette information, s'adapter et... c'est un des thèmes que je trouve très intéressant dans la psychologie, c'est celui de la construction de l'identité, du self, de comment en fait notre vision de nous-mêmes se construit par rapport à la mémoire, par rapport à nos vécus, mais aussi par rapport à des éléments de compréhension qu'on a de nous-mêmes en fait, et comment on intègre ces éléments dans notre identité, dans notre personnalité, et l'évolution que ça amène en fait. Comment la représentation qu'on peut se faire de soi peut avoir un impact aussi sur la représentation qu'on a du monde. Aussi, qui donne une ouverture différente sur les choses aussi, et c'est un travail que je trouve extrêmement intéressant à accompagner chez les gens en fait. Donc qui est un travail qui est de ce côté-là peut-être plus psy dans le sens psychologie clinique, mais sur lequel je trouve qu'apporter des éléments de cognition, des éléments de vraiment du fonctionnement du cerveau, de compétences cognitives, en fait, ça donne un éclairage qui est aussi intéressant, en fait, avec une complémentarité que j'aime bien. Donc, c'est... Et tu trouves que c'est important de se comprendre ? Ouais. De se comprendre, de se connaître, peut-être ? Oui, c'est ça. Je trouve ça important de se comprendre quand on se pose la question, quand on en ressent le besoin. Parce que je juge aussi qu'en fait, c'est pas nécessaire de forcer la compréhension à des personnes qui vivent très bien comme ils sont et qui n'ont pas besoin de ça pour être heureux, en fait. Donc il y a des personnes qui, en fait, sans se comprendre, en fait, le vivent très bien parce qu'ils sont juste comme ça et qui vivent leur vie de manière très aisée sans avoir besoin, en effet, de se casser la tête, de décortiquer, de comprendre, de lire 40 livres de socio, de psycho, d'anthropologie pour comprendre le fin fond de leur histoire et de comment ils fonctionnent et tout ça. Et s'ils sont heureux comme ça, c'est très bien. On va pas les embêter, en fait. Mais pour d'autres personnes qui ont besoin de comprendre, besoin de décortiquer, besoin d'avoir en fait cette vision très analytique de leur fonctionnement pour être heureux, j'imagine, pour être plus apaisé peut-être aussi, oui, c'est important. Enfin, fournissons aux donc personnes... c'est pas important d'une manière, j'allais dire générale, on pourrait dire comme ça. Par contre, c'est important de nourrir ce besoin quand il existe. De pouvoir y répondre, en fait. Parce que si quelqu'un a en effet ce besoin de compréhension, juste le laisser avec du vide, c'est juste globalement anxiogène. Comme forcer une compréhension et se casser la tête sur quelqu'un qui n'a pas ce besoin, c'est aussi anxiogène. Autant répondre aux besoins des gens, en s'adaptant mais sans jamais forcer. Merci. Je te propose qu'on rentre du coup dans la thématique du TND. C'est quoi un TND ? Qu'est-ce qui est un trouble et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Question complexe. Alors d'autant plus en psychiatrie. En fait, l'histoire des TND, elle est un peu compliquée parce que... En fait, de base, en psychiatrie, globalement, on mettait les gens qui allaient pas bien. Voilà, on se sent pas bien, on va en psychiatrie. Après, avec le temps, les études, l'évolution, et en fait aussi beaucoup de travail de la part des associations de familles, notamment pour l'autisme. Les familles ont beaucoup œuvré. Où en fait, de base, l'autisme, la base très très lointaine, c'était vu vraiment comme un trouble psychiatrique, comme les conséquences d'une carence maternelle, d'une carence parentale et compagnie. Et au fur et à mesure, justement, par des études, par des chercheurs, et par donc toujours ce lobbying des familles et cette insistance de la part des familles, ça a été reconnu comme en fait, du coup, pas la faute des parents, c'est pas juste de mauvais parents, mais c'est en fait, on va dire, du hasard, pas de chance, c'est comme ça. Et en fait, ce qui est le cas pour l'autisme, en fait, c'est le cas pour la plupart des autres troubles neurodéveloppementaux. Donc que ce soit donc, le TDAH, donc ce qu'on appelle le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, que ce soit pour la dyslexie, pour la dyspraxie, pour la dyscalculie, pour les troubles, pour la dysphasie, que ce soit pour les troubles visuospatiaux. En fait, on a plein de façons différentes de fonctionner, mais c'est pas le fruit, c'est pas psychologique, c'est juste le hasard génétique. C'est vraiment comme on peut naître plus ou moins grand, avec les yeux plus ou moins clairs, en fait, on est juste comme ça. C'est un fonctionnement parallèle du cerveau qui existe tel quel. C'est pas une maladie. C'est pour ça qu'on dit plutôt des troubles, en fait. Parce que déjà, une maladie, on va dire, ça se guérit et on peut donner des médicaments et compagnie. Alors qu'en fait, là, pour les troubles neurodéveloppementaux, c'est vraiment juste un fonctionnement parallèle. Ça ne se guérit pas. On apprend juste à faire avec, à vivre avec. Mais il n'y a pas de miracle à un moment où ça disparaît. Et pareil, il n'y a pas un moment où ça apparaît. C'est juste vraiment un fonctionnement continu.
par exemple, il y avait Motron, un chercheur canadien sur l'autisme, qui avait dit une chose que je trouvais pas inintéressante, que en fait c'est comme naître en siège, quand le bébé est positionné en siège ou quand il est positionné correctement avec la tête en bas. C'est pareil, c'est juste comme ça, on peut pas le prédire, on peut pas le prévoir, c'est pas un problème, c'est pas la faute du bébé, c'est pas la faute des parents non plus, c'est juste comme ça existe dans la nature, ça a toujours existé. Maintenant, c'est mieux faire avec et du coup, c'est plus facile de faire naître le bébé correctement avec et de faire qu'il survive. Avant, c'était moins le cas et c'est juste comme ça. Ou c'est comme être gaucher ou droitier. Il y a une part génétique, mais c'est juste comme ça et c'est pas un trouble ni une maladie pour autant. Gaucher ou droitier, c'est une patiente qui m'a donné cette analogie que je trouvais pas mal récemment en plus. Mais voilà. Mais du coup, la catégorie HPI, par exemple, c'est pas un trouble ? Non, c'est pas un trouble. Non. En fait, on a une vision du HPI, la façon dont c'est présenté, c'est sur le côté un peu, on va dire, négatif et dramatique du HPI, comme si c'était des gens destinés à je sais pas, une espèce de truc de génie incompris toute leur vie qui va finir lamentablement sans que personne ne reconnaisse jamais son génie. Mais non. Non. Généralement, la plupart des personnes, donc ce qu'on dit à haut potentiel intellectuel, donc avec un score de QI très élevé, c'est d'ailleurs généralement un facteur protecteur, donc c'est des gens qui vont mieux psychologiquement. C'est un facteur de réussite, donc la plupart du temps, ils réussissent mieux à l'école, ils réussissent mieux dans la vie, enfin... Voilà, globalement, le HPI, déjà, la plupart des gens qui ont une très bonne efficience intellectuelle ne le savent pas, parce qu'en fait, ils vivent très bien avec, ils se posent même pas la question, donc ils vont pas se faire tester, évaluer leur QI si ça leur pose pas de problème. Et ceux qui se font tester, généralement, c'est pour des raisons, on va dire, un peu autres, et ça peut apporter un élément de réponse, de fonctionnement, pour comprendre son propre fonctionnement, mais... Voilà, c'est pas un trouble. C'est comme, genre, par exemple, courir plus vite que les autres, on va pas dire que c'est un trouble. C'est juste, c'est cool pour toi, c'est tant mieux si tu l'utilises, et c'est tant pis si tu l'utilises pas, quoi. Non, mais du coup, je trouve que c'est un peu difficile, entre guillemets, de faire la différence avec, si on prend l'exemple du TDAH, où on se dit, c'est un trouble, mais c'est pareil, c'est comme être droitier ou gaucher. Ouais. Finalement, être HPI, c'est peut-être aussi être un peu comme droitier ou gaucher. Oui, c'est un peu ça. C'est que c'est un peu le hasard, mais il y a une part donc de génétique aussi là-dedans, parce que tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, il y a une part génétique, donc c'est-à-dire héréditaire, qui est connue. Après, pour le HPI, on sait aussi que ça... Il y a des familles un peu de HPI, mais par contre, de ce que je sais, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est que le sujet est un peu plus complexe parce qu'il y a aussi en fait une part sociale qui est très importante et qu'en plus, les outils pour l'évaluer sont un peu limités parce qu'on évalue l'intelligence. Or, l'intelligence, on n'a même pas de consensus sur sa définition. Donc c'est quand même extrêmement prétentieux d'imaginer évaluer quelque chose sur lequel on n'a même pas de définition. Donc au final, en fait, on définit le concept par l'outil qu'on a inventé pour l'évaluer de manière un peu artificielle. Donc de toute façon, le concept est complexe, il n'y a pas de consensus, on a un outil qui est incomplet, imparfait, même si utile, et très bien, j'aime beaucoup la Weiss, donc l'échelle qu'on utilise pour passer le QI, c'est très intéressant de le faire passer. Mais il est incomplet. C'est un outil quoi ? C'est un outil français, européen ? Ça veut dire que l'intelligence, on ne l'évalue pas de la même manière aux États-Unis, en France ou en Chine ou au Japon Alors, l'avantage de la Weiss, donc la Weiss, c'est donc la version pour adultes, c'est l'échelle de Wechsler. Il y a une version pour enfants qui s'appelle la WISC, donc toujours l'échelle de Wechsler. C'est que c'est un monopole total. Donc, apparemment, normalement, économiquement, le monopole, on n'a pas le droit, mais... Pour ça, oui, c'est possible. Voilà. Donc c'est un monopole absolu et le seul qui est reconnu pour l'évaluation de l'efficience intellectuelle. Donc là, c'est une reconnaissance, à ce que je sache, internationale. Okay. Donc en fait, techniquement, quel que soit le pays dans lequel vous allez, si vous décidez de faire mesurer votre intelligence, ce sera via cet outil-là. La Weiss, c'est le seul qui vaut la peine, le seul avec dont le score est reconnu internationalement, qui est normé de la même manière partout. Après, évidemment, selon les pays, les traductions sont différentes, il y a des petits biais culturels, les questions changent un peu, mais les tests, globalement, sont tous les mêmes. Et avec ça, donc avec la moyenne de 100 et compagnie, et c'est très standardisé, et c'est le test reconnu qui, de base, l'idée est venue donc, de Binet et Simon, qui sont du coup 2 personnes françaises, qui étaient pour repérer les personnes... n'est-ce pas ? Petite fierté nationale. Bon, après, ce qu'ils en ont fait, on en est un petit peu moins fiers sur le plan national, donc demi-cocorico, on va dire. Mais de base, c'était pour repérer, en fait, les enfants avec des troubles à l'école, en fait. Ceux qui avaient moins de chances de réussir à l'école, pour leur permettre une éducation spécialisée.
Après, ça a été utilisé pendant la colonisation pour prouver que les personnes noires, du coup, étaient moins intelligentes que les personnes blanches. Après, enfin, ouais, il y a eu plein de dérives bien racistes, bien sexistes aussi, pour prouver que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes. Alors que oui, en effet, si elles sont pas scolarisées, il y a peu de chances qu'en fait, elles puissent répondre aux questions. Voilà. Actuellement, c'est un peu revenu, on va dire, sur le droit chemin, mais il y a quand même beaucoup de dérives, et la question de l'intelligence, elle est toujours très touchy, donc... Pour ça que c'est toujours à prendre avec des pincettes, je trouve. Mais après, un outil utile, je trouve, pareil, donc toujours ce qui est mon objectif, donc sur le plan identitaire. Si les personnes, sur le plan de l'identité, pouvoir se rattacher à une identité HPI et pouvoir intégrer ça dans leur identité, leur compréhension de soi, ça les aide. Moi, il n'y a pas de souci, je fais le test avec les gens, j'explique, et si ça peut donner un éclairage qui est utile, allons-y. Et quelles sont pour toi les dérives actuelles ? Je pense qu'on a un peu appris de notre histoire, donc actuellement les dérives sexistes et racistes, je pense qu'on en est un petit peu sorti. Quoique récemment j'ai lu un bouquin, il parlait d'un autre bouquin qui a été rédigé il y a une dizaine d'années sur le sujet pour prouver qui soutenait des thèses racistes via le QI, donc non. Il y a encore des gens qui l'utilisent, mais c'est quand même ponctuel, rare, et j'espère plus le cas pour très longtemps. Mais actuellement pour moi ça va plus être pour plutôt un outil de distinction sociale, plus dans le sens un peu Bourdieu et compagnie en fait. C'est que c'est vraiment pour se distinguer dans sa propre strate sociale et pouvoir montrer que même si on est par exemple dans la classe moyenne, en fait on est quand même un peu mieux que la classe moyenne parce qu'on a un QI élevé. Enfin, sans jugement derrière, mais je veux dire, ça aide quand même à se distinguer socialement et à pouvoir valider le décalage qu'on peut sentir. Parce que parfois on est dans une strate sociale où, en fait, sur le plan culturel, on a un niveau qui correspond plus à des strates plus élevées. Donc, et parfois on a besoin de légitimer ça, je pense, à mon avis, via des tests de QI, en fait, pour montrer qu'en fait on a acquis, on fait partie de ces personnes qui maîtrisent très bien dans ce qu'on appelle la culture légitime. Donc voilà. Mais c'est utile qui aussi. Arrive le plus souvent ? Est-ce que c'est plus des demandes, c'est-à-dire que les personnes qui te demandent à faire le test, ou est-ce que c'est toi qui proposes le test en fonction de ce qui se passe dans vos échanges par rapport à une autre demande initiale Alors, personnellement, de mon expérience, je ne crois pas avoir déjà proposé... Si, ça m'est arrivé quelques fois, très ponctuellement, de proposer le test, dans des contextes très particuliers. Alors, non, généralement, les gens viennent me poser la question, viennent me demander l'évaluation du QI. D'accord. Donc, généralement, de base, de toute façon, je commence jamais par un « oui, ok, allez, c'est parti », on commence le test directement. Donc, je fais toujours un entretien préalable pour, en fait, questionner cette demande. Savoir qu'est-ce que la personne cherche exactement, qu'est-ce qui l'amène là-dessus, qu'est-ce qu'elle attend. Quel est son imaginaire, quelle est sa représentation du HPI, en fait. Et après... Si les attentes me paraissent cohérentes, si de son discours ça me paraît possible, et je me dis qu'en effet, il y a une probabilité que le score soit relativement bon et corresponde à son attente, et aussi que ça puisse réellement lui apporter quelque chose dans sa vision d'elle-même, là ouais, je fais le test, je me lance. Mais bien souvent, malheureusement, économiquement pour moi surtout, parce que c'est vachement rentable les tests de QI. En fait, souvent, la conclusion de la discussion, c'est qu'en fait, le problème va pas être résolu par une réponse de HPI, pas HPI, mais qu'en fait, le problème, il est autre part. Donc, dans mes conversations, la conclusion est souvent, je vous conseille plutôt d'aller voir un psy, ou plutôt de bosser sur ça, ou plutôt de bosser sur ça, et si, après tout ce travail, vous vous dites qu'il y a toujours cette question de HPI, peut-être faire le test. Mais ça a rarement été la priorité. Mais ça arrive. Mais je questionne forcément la demande. Et tu disais tout à l'heure, c'est rentable. Donc dans la thématique des dérives, je peux imaginer qu'il peut y avoir une dérive d'un point de vue business là-dessus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir un surdiagnostic du HPI ou pas ? Alors en fait, l'avantage du test donc de la VICE, c'est que c'est un truc très normé. C'est-à-dire que les consignes, les relances, tout ce qui doit être fait, il y a un bouquin très 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 précis. C'est vraiment la version pour les débiles, quoi. Enfin, je veux dire, il suffit de lire les consignes mot à mot et d'appliquer le truc, mais vraiment à la lettre, quoi. C'est extrêmement codifié. On a toujours une toute petite marge, on peut toujours un tout petit peu jouer avec les limites et toujours un peu jouer dans la façon dont on le présente, et ce qui est tant mieux, qu'on peut quand même adapter ça au profil de la personne. Par exemple, si une personne est très anxieuse, je peux faire plus de pauses, enfin voilà. Mais en fait, on peut pas trop tricher au final avec la VICE. C'est que c'est codifié, les scores sont tels quels et on peut pas trop négocier avec, donc il y aura pas de surdiagnostic. Okay. Si on utilise la VICE. Si on n'utilise pas la VICE, oui, là ça peut partir dans tous les sens. Si on se clame juste HPI,
au ressenti, au doigt levé, j'en sais rien. Mais sinon, avec la Weiss, non, un score est un score, et il y a des petites variations, évidemment, si vous êtes épuisé, si on n'a pas dormi, si on est fatigué, si on est déprimé, oui, les scores vont être plus bas. Mais sinon, globalement, enfin, on peut pas trop surdiagnostiquer. Après, le problème pour moi plutôt, ça va être des interprétations qui vont être faites derrière, en fait. C'est d'imaginer que, et c'est plutôt là pour moi qu'est le problème, c'est d'imaginer qu'on peut expliquer en fait du psychologique par juste du cognitif. Parce que la Weiss, le HPI, c'est juste des capacités cognitives, en fait. C'est vraiment juste un moteur qui fonctionne plutôt bien. Et ça n'explique pas forcément, ou voire très peu, d'autres éléments plutôt psychologiques. Et en fait, tout mettre sur le dos du HPI, parfois c'est un peu se détourner du besoin thérapeutique qu'il y a derrière. La personne aurait peut-être plus besoin d'aller voir un psy, parce que en fait, ça résout pas le problème, et ça permet pas toujours en fait d'aller mieux. T'as une Ferrari, mais ça dépend comment tu la conduis, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc si on décide de rien faire de la Ferrari, c'est bien aussi, hein, mais si on décide de rien en faire et qu'on s'en plaint, ben il faut peut-être essayer de voir pourquoi, en fait, à mon sens. Et dans l'autre thématique dont on entend beaucoup parler en ce moment, justement le TDA ou TDAH, est-ce qu'il y a de la même manière des évaluations qui sont, j'allais dire, codifiées de manière internationale ? Le TDAH, c'est plus compliqué. J'avoue que le HPI, c'est quand même assez facile, parce que c'est vrai qu'on fait passer le test, c'est oui ou non, il y a une barre à 130, si on a plus de 130, c'est bien, si on n'a pas plus de 130, c'est pas bien, et tant pis. Quoique, petite note d'ailleurs sur le HPI, le 130, c'est en moyenne, généralement, mais par contre, je sais qu'au Canada, ils définissent le HPI à partir de 120. Donc en fait, la barre à partir de laquelle on définit le HPI est aussi variable. Et il y a des marges d'erreur et compagnie, donc même comme ça, c'est un peu flou. Mais bon, passons. Donc non, pour le TDAH, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on n'a pas un joli truc comme ça, normé, clair, simple, avec un peu binaire. En fait, le TDAH, c'est un diagnostic purement clinique. Donc clinique, c'est-à-dire que c'est vraiment le professionnel, donc généralement le psychiatre, qui va faire une évaluation purement clinique et qui va dire « Ok, ça c'est du TDAH, c'est pas du TDAH ». Il peut s'aider de certains questionnaires, évidemment. C'est beaucoup plus rapide, plus efficace, et ça donne un peu des scores. Mais juste avoir des scores élevés sur certains questionnaires ne suffit pas à définir le TDAH. Parce qu'on peut avoir des troubles de l'attention existants, mais en fait pour plein d'autres raisons. Parce qu'on est stressé, parce qu'on est déprimé, parce qu'on est fatigué, donc ça peut être lié à des troubles du sommeil, à une dépression, à un trouble anxio-dépressif. Donc en fait, c'est pour ça que l'évaluation neuropsychologique classique, donc qui est proposée par exemple des tests d'évaluation de l'attention, donc où vous devez cocher des trucs le plus vite possible ou repérer des trucs le plus rapidement possible. Ce qu'on trouve assez facilement justement en auto-évaluation sur Internet. Voilà, bah ça c'est intéressant, soit ça va pouvoir dire oui, actuellement sur le plan attentionnel ça va pas. Vous situez par rapport à une population, donc oui, c'est intéressant. Mais par contre, juste avoir des problèmes d'attention, ça ne permet pas de définir le TDAH. Parce que comme je disais, des problèmes d'attention, on en retrouve dans plein de populations pour plein de raisons différentes en fait. C'est pour ça que le diagnostic est purement clinique. Donc il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaisse et qui pose les bonnes questions. Après, il y a des trames de questionnaires. Il y a un questionnaire donc, qu'on appelle un entretien semi-structuré assez détaillé qui s'appelle la DIVA, qui est dans sa version numéro 5, qui est une très bonne base de travail pour identifier le TDAH. Et quelques questionnaires, enfin auto-questionnaires ou questionnaires qu'on peut faire passer aussi, qui sont intéressants, qui donnent des bonnes idées sur des petits éléments du TDAH, et le tout mis ensemble, en fait, va donner une idée du TDAH. C'est vraiment dans la globalité qu'on va le voir, pas juste sur un élément. D'accord. Et du coup, tu disais psychiatre ? Alors oui. Autant le HPI, c'est juste une évaluation du fonctionnement intellectuel et il faut juste aller voir quelqu'un qui sait faire passer la Weiss. Donc ça peut être psychologue, ça peut être orthophoniste, psychiatre, n'importe quelle personne qui est formée, qui sait faire passer. Autant, en fait, le TDAH, ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Donc cette catégorie-là, c'est une case qu'on met dans la case psychiatrie. Au même titre que obtenir un diagnostic de dépression, de troubles obsessionnels compulsifs, de schizophrénie ou compagnie. En fait, ce sont des diagnostics posés par des psychiatres. Les psychiatres, eux, on va dire, ont ce pouvoir administratif, comme les autres médecins, de poser des diagnostics. Il n'y a que les médecins, les personnes donc avec un doctorat en médecine, qui peuvent poser des diagnostics. Donc, officiellement, avoir une reconnaissance. Quand je dis officiellement, c'est sur le plan administratif, en fait. Si vous voulez faire un dossier
donc à la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées. Donc pour une reconnaissance du handicap, il faut qu'un médecin valide le diagnostic. D'accord. De préférence, un médecin qui s'y connaisse. Sauf que, malheureusement, comme je pense que tout le monde a pu le constater, les médecins en ce moment, c'est pas facile à trouver. D'autant plus les psychiatres. Donc en fait, souvent, de plus en plus, et c'est ce que je fais moi aussi, je ne fais pas un diagnostic, mais on va dire que je fais une préévaluation. Je fais une identification. C'est le terme que j'utilise parce que le terme diagnostic, c'est un peu une marque protégée déposée pour les médecins. Et donc je fais passer les tests et compagnie qui mettent sur la voie du TDAH et qui me font dire « Ah, très 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 probable que ce soit TDAH, très peu probable ». Et après, soit la personne s'en contente, parce qu'en fait, elle veut juste connaître pour elle-même et savoir pour elle-même. Et dans ce cas-là, l'évaluation d'un psychologue ou d'une autre personne qui s'y connaît, ou d'un neuropsychologue, peu importe, mais est suffisante, parce que la personne veut juste comprendre et savoir. Ça suffit, et dans ce cas-là, très bien. Soit, à ce moment, s'il y a une demande de médication derrière, s'il y a d'autres difficultés, s'il y a une demande de reconnaissance officielle du handicap, du coup, par la MDPH, donc, à ce moment-là, il faut aller voir un médecin. Donc, préférentiellement un psychiatre. Ou sinon, le médecin traitant. Je sais que la MDPH actuellement accepte les certificats médicaux des médecins traitants parce que trouver un psychiatre, pas possible. Mais à ce moment-là, il faut avoir un compte-rendu un peu carré à fournir avec. Donc D'accord, on peut vraiment distinguer l'identification, j'allais dire, du diagnostic. Oui, donc c'est pour ça que même le HPI, c'est pas un diagnostic. Enfin, tout simplement pas un diagnostic, c'est pas une maladie, donc c'est pas un diagnostic, il n'y a pas besoin qu'un médecin le valide. C'est une identification. Ok. Voilà. Enfin, moi, c'est le terme que j'utilise, mais j'imagine qu'on peut trouver d'autres choses. Mais en tout cas, diagnostic, c'est sûr. Est-ce que c'est du coup le même process pour l'autisme, où tous les troubles du spectre autistique, du coup, il peut avoir des identifications, mais par contre, un diagnostic se fait auprès vraiment d'un médecin. C'est ça. Après, pour la question plus, on va dire, dans les autres troubles neurodéveloppementaux, si on parle plutôt de dyslexie, de dysphasie, de dyscalculie et compagnie, ça, techniquement, en fait, ça devrait être la même chose, mais c'est un peu plus bâtard parce que, en fait, les psychiatres, globalement, ils y connaissent pas grand-chose, en fait. Et c'est pas eux qui vont faire passer les tests, c'est pas des diagnostics cliniques. D'accord. Donc à ce moment-là, juste avoir l'orthophoniste qui dit oui, il est dyslexique, oui, on va devoir trouver un psychiatre qui valide le truc. La dyslexie, il y connaît pas grand-chose, hein, donc voilà. Mais il faudra de toute façon un médecin qui va faire le certificat médical pour le dossier MDPH. Il va pas remettre en question le diagnostic. Si quelqu'un dit qu'il est dyslexique, il est dyslexique. Enfin, c'est pas... Voilà, la dyslexie, la dysphasie, les troubles 10, généralement, on se casse moins la tête. Si l'orthophoniste ou la neuropsychologue, ou le neuropsychologue d'ailleurs, dit il est dyslexique, il est dyspraxique, il a un trouble visuospatial ou autre, en fait, ça, c'est des diagnostics qu'on fait purement par des tests. En fait, on fait passer des tests. On le fait pas comme ça en entretien clinique. Donc, il y a des tests à passer, on donne des scores, et si les scores sont pas bons, ça montre qu'il y a un trouble dans ce domaine-là. Donc là, on peut pas trop en douter, et donc c'est pour ça que, oui, j'ai jamais vu de psychiatre qui fait de diagnostic de dyslexie. Ça existe peut-être, mais je pense qu'ils ont autre chose à faire. Et donc, généralement, les orthophonistes le font, et on met le compte-rendu avec, et ça suffit. Et alors, autre thématique, oui. Quid de l'hypersensibilité? Ouais. C'est quoi ton avis, toi, sur l'hypersensibilité? Alors, j'ai un avis mitigé. Alors oui, mon avis, mon côté mitigé vient notamment des dérives, qui, en fait, pour moi, ça entre un peu dans la même catégorie que le HPI. Des personnes vont peut-être parfois se contenter de ce diagnostic, qui n'est pas un diagnostic, mais de ce trait, voilà, de cette identification-là, pour ne pas aller chercher plus loin. Et donc, en fait, ça va pas résoudre le problème, qui fait que la personne ne va pas bien. Donc, se contenter un peu de se dire « je suis hypersensible ». Mais par contre, en fait, l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui, on va dire, n'existe pas. Mais c'est juste que c'est un genre, un fourre-tout, en fait. C'est qu'on a mis plein de trucs dedans, qui sont plein de petites réalités qui existent et qui sont prouvées scientifiquement, mais qui peuvent exister soit séparément, soit tout ensemble. Mais qu'on a toutes rassemblées ensemble dans une espèce de package un peu flou qui donnerait une espèce de grande révélation sur son fonctionnement, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, plutôt que de parler d'hypersensibilité, je préfère déjà distinguer différents éléments. Il y a le côté émotionnel et il y a le côté sensoriel. Déjà, qui pour moi sont les deux gros morceaux. Sur le côté émotionnel, on peut avoir du coup ce que j'appellerais plutôt une forte réactivité émotionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nos émotions vont être déclenchées très vite pour des stimuli qui ne sont pas forcément très forts. Et on peut aussi avoir une forte intensité émotionnelle. Donc, donc forte réactivité, les émotions se déclenchent très vite, pour pas forcément grand-chose. Et forte intensité, c'est qu'elles montent très très haut.
Donc très haut, très vite, souvent. Et après, il y a aussi le fait que les émotions peuvent rester plus ou moins longtemps. Donc là, c'est déjà en fait 3 trucs différents qui vont souvent ensemble, mais ce sont 3 choses quand même différentes. Et donc déjà, ça c'est intéressant. Il y a des personnes qui ont une forte réactivité, une forte intensité émotionnelle, juste comme ça, parce que c'est pas leur faute, c'est leur cerveau qui est comme ça. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est un fonctionnement parallèle du cerveau qui existe, et tant mieux. Après, il y a la question de la régulation émotionnelle. C'est qu'en fait, on peut avoir une très forte intensité, on peut avoir une très forte réactivité émotionnelle, mais en fait avoir de très bonnes capacités de régulation émotionnelle. Parce que c'est pas parce qu'on ressent des émotions tout le temps et très fort qu'en fait on n'est pas en capacité d'en faire quelque chose et qu'on est forcément incapable de les gérer et de vivre avec en fait. Donc là c'est justement là que le psychologue intervient généralement, c'est pour la régulation émotionnelle. C'est pas donc renier ses émotions, les refouler et compagnie, mais c'est vraiment juste apprendre à faire avec et sans se laisser déborder. Et souvent les personnes qui se disent hypersensibles, en effet, ont une forte intensité émotionnelle, mais aussi ont de pas très bonne capacité de régulation émotionnelle. En fait, le problème, il est là. Le problème de l'hypersensibilité, généralement, c'est vraiment la régulation émotionnelle. Et surtout qu'aussi, les personnes donc avec une forte intensité, une forte réactivité émotionnelle, c'est comme elles ont toujours vécu comme ça, elles ont développé des stratégies en fait non fonctionnelles de régulation de leurs émotions. Donc en fait, elles vont vraiment tout mettre sous le tapis, tout mettre de côté, totalement inhiber leurs émotions, totalement tout camoufler. Et oui, c'est pas une stratégie fonctionnelle du tout, donc à un moment, évidemment, ça ne va plus fonctionner. Et l'autre chapitre qu'on met souvent sur la grosse étiquette d'hypersensibilité, en fait, c'est le côté sensoriel. Mais d'abord, de l'hypersensibilité sensorielle ou avoir des particularités sensorielles, c'est aussi quelque chose de différent. Ça peut exister en parallèle et en même temps que des troubles, des particularités, on va dire, au niveau émotionnel, donc une forte intensité, mais ça peut aussi exister tout seul, en fait, et avec différents grades et compagnie. Et pareil, on apprend à faire avec, on identifie, on peut trouver des stratégies aussi. Et c'est vrai que quand on a vécu toute notre vie avec, que c'est pas identifié, pas compris, ça crée juste une espèce de brouillard qui fait qu'on se sent en décalage et tout le temps envahi et submergé. Mais pareil, ça s'apprend. Mais toujours en passant par donc cette connaissance, cette identification, et mettre les bons mots dessus, en fait. Après, voilà... C'est un peu l'arbre qui... C'est quoi l'expression ? L'arbre qui cache la forêt. Ouais. Est-ce que ça peut cacher aussi des troubles du spectre autistique, par exemple, des choses comme ça ? Il peut y avoir des... ouais, ça peut, justement, en fait, c'est pour ça qu'aussi ne pas interroger... se contenter du... Enfin, c'est bien que tu reposes la question, parce que se contenter, en fait, du label, on va dire, hypersensible, ça fait aussi ne pas s'interroger sur d'autres choses, sachant que le fait d'avoir une forte réactivité émotionnelle, une forte intensité émotionnelle, ou de très mal réguler ses émotions, ça peut largement cacher autre chose. Ou d'avoir des problèmes sensoriels, ça peut largement cacher autre chose. Ça peut être de l'autisme, possiblement. Très souvent, moi, j'ai beaucoup vu de personnes qui arrivaient avec des problèmes de régulation émotionnelle, et c'était du TDAH surtout, parce que le TDAH, niveau gestion, régulation émotionnelle et dysrégulation émotionnelle et troubles sensoriels, généralement, ils en tiennent une bonne couche aussi. Ça peut être aussi, par exemple, des traumatismes, en fait. Ça peut être vraiment purement psychologique aussi. Plutôt que de l'hypersensibilité sensorielle, ça peut être une hypervigilance anxieuse liée à des traumatismes, donc qui sont aussi importants à traiter, à prendre au sérieux. Ça peut être plein de choses. Donc c'est important de creuser et de comprendre pourquoi, et surtout de s'adresser aux bons professionnels, parce qu'une fois qu'on a identifié cette question d'hypersensibilité, de distinguer exactement qu'est-ce qui pose problème en fait. Parce que on ne poserait pas la question et on n'aurait pas besoin de l'identifier si ça ne posait pas problème. Donc trouver quel est le problème et essayer d'aller voir des professionnels compétents pour trouver des solutions en fait. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres idées ou quelles sont peut-être les plus grandes idées connues, préconçues que tu aimerais bien déconstruire ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors les plus grandes, ouais, c'est peut-être celles qui te choquent dans ce que tu... Justement, dans ce que tu peux voir sur les réseaux, par exemple, ou dans ce que tu peux lire, ou... Pour reparler, en fait, de cet autodiagnostic dont tu me parlais, en fait, tout au début, et ce qu'on trouve sur les réseaux. En soi, je suis pas totalement opposée à ça, à de la vulgarisation, en fait, et qu'on en parle plus, c'est bien. Ça donne de l'information et ça permet à certaines personnes réellement concernées de venir consulter. Et moi, personnellement, sur toutes les personnes qui sont venues me voir et qui de base ont trouvé leurs informations sur les réseaux sociaux, au final, j'ai quand même une majorité de personnes qui sont venues me voir pour des vraies raisons et qui sont quand même reparties avec une hypothèse diagnostique qui tenait la route, en fait. Le moment où ça peut plus poser problème, ce sont les personnes qui, en fait, en sont beaucoup trop convaincues. Et à ce moment-là, ça rentre un peu plus dans le cadre généralement des troubles de la personnalité, qui vont chercher une identité et qui passent par ces hypothèses diagnostiques dans une recherche identitaire
et qui est plus lié du coup à des éléments, on va dire, plus psychologiques et qui sont liés à leurs troubles de la personnalité. Et là, c'est un peu plus compliqué de négocier avec pour leur faire comprendre qu'en fait, non, il n'y a pas de trouble neurodéveloppemental, mais plus un trouble psychologique, voire psychiatrique, en fait. Ok. Enfin, c'est bien que les gens soient au courant et qu'ils puissent se poser des questions quand même. Après, en fait, ce qui me pose problème, c'est en fait surtout pour le HPI et l'hypersensibilité, qui sont quand même les deux gros domaines sur lesquels, en fait, il y a je trouve des dérives qui flirtent avec le New Age ou des trucs comme ça, à s'imaginer quasiment des super pouvoirs, des super compétences, un décalage par rapport à la masse du peuple qui ne comprend rien. Et en fait, c'est cette attitude de mépris qui me met très très mal à l'aise, en fait, et sur lequel j'ai du mal à me rappeler et à me redire non, mais s'ils sont heureux comme ça, c'est bien, tant pis, ils font mal à personne au fond. Ouais, c'est rappeler qu'en fait le HPI, c'est juste un score et c'est juste des fonctions cognitives en fait. Il n'y a pas de traits de personnalité qui sont rattachés à ça, il n'y a pas de grand drame identitaire, social ou j'en sais rien rattaché à ça. C'est pas censé avoir en faire des caisses ou déterminer toute une vie en fait. Ok. Voilà. Donc il y avait déjà ça. Après il y a aussi l'autisme, beaucoup d'autodiagnostics sur l'autisme. Le TDAH, moins, je sais pas, c'est peut-être moins glamour, moins vendeur, j'en sais rien. C'est vrai ? Ouais. Moi, je trouve que j'entends beaucoup parler et je vois beaucoup de questions là-dessus. Et... Après, je sais pas, moi, c'est vrai que les personnes que je vois, c'est les personnes en fait qui font la démarche et qui vont jusqu'à l'étape d'aller consulter une neuropsychologue. Donc, moi, il y a peut-être déjà un pré-tri qui est fait et qui change un peu des personnes qui se posent juste la question comme ça et qui, en fait, ne se confrontent pas réellement, on va dire, à un professionnel pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc, moi, on va dire, c'est déjà un peu préfiltré, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un avis plutôt positif là-dessus. Parce qu'il y a des biais. J'ai un biais de recrutement, c'est que les gens ont quand même réussi à passer le cap et se poser la question et se sont vraiment renseignés. L'autisme, j'ai l'impression que ça donne une solution identitaire un peu facile à certaines personnes qui se sentent pas à l'aise socialement, en fait. Alors qu'au final, l'autisme, c'est un diagnostic que je trouve très complexe à faire et qui n'explique pas tout. Donc ouais, l'autisme, je vois beaucoup de personnes, donc, dès qu'ils ont des difficultés d'interaction sociale, se pensent autistes et s'en sont assez convaincus. Alors que c'est un peu réducteur pour l'autisme, qui, pareil, est un fonctionnement complexe et global. C'est pas juste avoir du mal socialement, c'est comme pour le TDAH, c'est pas juste avoir des problèmes d'attention. C'est très réducteur, en fait. C'est vraiment un fonctionnement global et parallèle, en fait, et qui implique plein de petits éléments. Et c'est par ce cumul de tout petits éléments, en fait, qu'on a un diagnostic qui est complexe et qui influence toute sa vie, parce que c'est vraiment un fonctionnement parallèle. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour la dyslexie. On va s'imaginer, en fait, que la dyslexie... ça va juste être faire des fautes d'orthographe et galérer quand on lit. Mais en fait, non. Pareil, c'est un fonctionnement parallèle du cerveau avec des points forts, avec des points faibles. Par exemple, les personnes dyslexiques ont plein de capacités à côté. Elles sont, par exemple, je crois qu'il y avait des trucs qui montrent qu'ils ont parfois une plus grande créativité, donc ils font des liens plus distants entre des concepts différents, qui sont très bons dans la manipulation 3D, en fait, en 2D moins bien. Que par exemple, quand on est dyslexique, on n'a pas juste du mal à apprendre à lire ou à écrire, mais par exemple, apprendre les choses par cœur, comme les tables de multiplication, c'est quasiment impossible. Retenir les prénoms, les noms, c'est hyper compliqué. La gauche et la droite, souvent, c'est une cata pour les dyslexiques. Donc en fait, tu vois, c'est ça, c'est qu'on identifie... Et c'est connu dans la population, ces différents troubles pour un élément qu'on pense pouvoir résumer. Mais en fait, au final, comme c'est vraiment un fonctionnement global et parallèle, c'est vraiment une architecture globale un peu différente, l'impact va être sur plein de domaines. Et on a tendance à pas toujours rattacher, en fait, toutes les petites choses qu'on peut observer au quotidien à ce diagnostic par une méconnaissance du diagnostic dans toute sa complexité. Tout est vraiment très complexe. Oui, là, tout est complexe. On l'a dit plusieurs fois, mais moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que la plus grosse dérive, c'est la sursimplification. Ouais. Enfin, c'est se dire, bah voilà, il y a des cases, il y a des trucs, c'est comme si c'est comme ça, mais en fait, tout est interconnecté, interrelié. Exactement. Et je trouve que c'est important d'avoir des personnes qui s'y connaissent, en fait, vraiment, et de poser les bonnes questions, les bons tests, et même parfois de multiplier les interlocuteurs. Donc, c'est complexe, et les solutions à apporter aussi sont aussi complexes, en fait. Juste aller voir un seul professionnel en pensant pouvoir trouver la solution, ça fonctionne rarement. Ou même opter uniquement pour une solution médicamenteuse, c'est bien, mais ça fonctionne rarement, en fait. C'est pour ça que je pousse généralement les gens à aller voir plusieurs professionnels, donc de plusieurs professions, ou même, si on veut voir que des psys, tenter plusieurs approches psychologiques, en fait. Faire un peu de TCC, donc
thérapie cognitivo-comportementale, voir potentiellement un neuropsychologue ou une neuropsychologue, voir un psychologue plus classique, potentiellement d'orientation psychanalytique, ça peut être intéressant aussi, potentiellement d'orientation plus systémique. En fait, ça donne qu'on a bien exploré ce que peut apporter un professionnel, c'est intéressant. Mais parfois, d'autres professionnels peuvent apporter d'autres choses complémentaires aussi. C'est pas évident de savoir finalement justement qui contacter, quel professionnel aller voir. Parce que là, venons-en justement. Question, une fois qu'on a parlé de tout ça, ok, tiens, bilan. Quand est-ce que c'est pertinent et concrètement, comment ça se passe? Alors déjà, en fait, le moment où on se dit qu'on va essayer de faire un bilan, une identification ou un diagnostic, je pense que la première question à se poser, c'est déjà de savoir quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est juste mieux se connaître, c'est savoir pour soi-même, ok. Ou est-ce que l'objectif, c'est d'obtenir potentiellement une reconnaissance du handicap officiel, donc administrative, obtenir donc des aménagements scolaires, possiblement, ou des aménagements professionnels. Parce que à ce moment-là, le parcours peut être un peu différent. Je vais partir du principe d'une personne qui se dit, tiens, peut-être un TDAH, peut-être de l'autisme, peut-être je sais pas trop quoi, voilà, un trouble. Si le but est d'obtenir une identification pour pouvoir obtenir des aménagements au travail, à ce moment-là, financièrement, moi j'aurais tendance à proposer de plutôt aller voir un psychiatre. L'évaluation sera parfois plus courte parce qu'ils ont moins de temps à accorder, ce qui est normal, hein. Donc ce sera peut-être plus des questionnaires, peut-être un peu moins d'interactions, mais après, je pense que ça dépend des psychiatres, mais voilà, ça sera un peu moins approfondi et le compte-rendu final sera potentiellement moins long, moins détaillé. Mais au moins, le diagnostic, directement, il est posé, il est officiel, il est certifié et il est remboursé par la Sécu. Au moins partiellement, il y a peut-être des dépassements d'honoraires, mais c'est remboursé. D'accord. Et là, directement, on peut faire le papier pour la MDPH, envoyer le truc et c'est réglé. Okay. Après, si c'est des questionnements de manière plus générale et que vous ne trouvez pas de psychiatre, parce que c'est horriblement galère à trouver à nouveau, trouvez un psychologue ou un neuropsychologue déjà qui est spécialisé dans le domaine sur lequel vous vous interrogez. Cette évaluation qui est faite peut servir donc de base d'orientation diagnostique, enfin d'identification, mais à nouveau ce ne sera pas un diagnostic officiel, donc il faudra aller encore faire ça tamponner soit par le médecin traitant, soit par un psychiatre. Et sinon, en fait, si on veut pas la validation officielle, mais juste se connaître soi-même, en fait, c'est vrai que le parcours auprès d'un psychologue ou d'un neuropsychologue qui s'y connaît peut être suffisant, en fait. Parce qu'il va poser des questions, identifier, réfléchir, explorer tout ça pour voir le fonctionnement. Donc c'est intéressant à faire, mais le problème, c'est que actuellement, ce n'est pas remboursé, les psys. Quoique récemment j'ai reçu une relance, l'assurance maladie pour le truc mon parcours psy. Faut que je vois, j'ai pas encore étudié la question voir si c'est vraiment avantageux ou pas, mais bon. Donc et certaines mutuelles remboursent certaines séances. Donc petit conseil, n'hésitez pas à demander au psychologue, parce qu'on fait souvent payer par forfait globalement, de diviser la facture en séances. Parce qu'en fait les mutuelles remboursent plus souvent des séances qu'un bilan global. Donc comme ça, genre si le prix global c'est 200 €, vous demandez de diviser en 4 séances, genre de 50 €. Et normalement les mutuelles, elles remboursent, certaines mutuelles remboursent genre 6 séances de 60 € dans l'année, donc voilà, bref. Donc c'est s'engager à mettre du temps dedans et aussi pas mal d'argent. Donc il faut être prêt à ce double investissement. Ce qui fait que, comme je te disais, en fait, c'est que moi, ça fait déjà un pré-tri. Les personnes que je vois, c'est les personnes qui sont déjà prêtes à mettre un budget dedans et qui sont prêtes à mettre du temps dedans, en fait. Donc c'est pas juste un questionnement juste comme ça qui leur passe par la tête, c'est quelque chose qui a été approfondi, réfléchi, où il y a eu des hésitations et compagnie. Oui, puis j'ai envie de rajouter qu'il faut être prêt émotionnellement. Parce que si on en vient à déconstruire certaines idées qu'on a soi-même, etc., c'est... Ouais. C'est ça, c'est oser se confronter à la réalité, en fait. C'est se dire, ok, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose que j'ai pas envie de savoir. Donc oui, il faut le faire quand on est prêt aussi, et quand on se sent en capacité, et... aussi ne pas idéaliser les diagnostics, parce que souvent c'est un soulagement pour les gens, mais parfois c'est un peu... c'est pas ça en fait, parfois c'est un peu décevant aussi, parce que ça donne une solution, mais ça règle pas tout. Donc il faut être prêt à toutes les déconvenues que ça peut être. Mais à un moment où quand on se lance, c'est bien de le faire. Mais ouais, et aussi ne pas hésiter à se sentir à l'aise avec la personne à qui on fait l'évaluation. Ne pas oublier que c'est pas parce que la personne a un peu, on va dire, la blouse blanche ou le titre psy ou je sais pas trop quoi, que elle a forcément raison aussi, en fait. Donc n'hésitez jamais à remettre en question ce qu'on vous dit ou à exiger de comprendre réellement, en fait, ou à questionner les professionnels que vous avez en face. Je trouve ça bien que les gens questionnent les choses et de pas faire aveuglement confiance au premier professionnel qu'on rencontre, en fait. Surtout si vous le sentez pas, même dans la relation, il faut être à l'aise avec la personne. Si vous vous sentez pas à l'aise, si vous sentez pas que vous pouvez être tranquillement à parler
et vous révéler réellement, faut peut-être envisager de trouver quelqu'un d'autre, en fait. Donc, imaginons qu'une personne se pose des questions, va faire un bilan. À la fin du bilan, elle en ressort systématiquement avec des outils pertinents et concrets ? Alors pas forcément, parce qu'en fait le bilan c'est vraiment de l'évaluation, ce qui est déjà assez long à faire. C'est vraiment déjà évaluer, faire l'état des lieux, voir où on en est. Après, l'avantage justement de cette vulgarisation, c'est qu'à partir du moment où on a une identification, un nom, un titre, un diagnostic à mettre, en fait trouver des solutions sur internet, il y en a déjà pas mal en fait. Mais là, on va dire que ça va être la deuxième étape. C'est qu'une fois qu'on a fait l'identification et l'évaluation, on peut demander une prise en charge, on peut demander un suivi. Et c'est là qu'en fait, les solutions vont être proposées surtout. Ok, super. Merci beaucoup. On approche de la fin de l'interview. Très bien. On va terminer sur une question existentielle et une question plus large. Question existentielle dans ce côté justement, c'est faire un bilan, ça nous permet peut-être d'être plus en paix avec nous-mêmes et avec le monde. Ouais. C'est quoi la paix intérieure pour toi ? En fait, pour moi, je pense que la paix intérieure, en fait, c'est plutôt l'absence de trop d'éléments perturbateurs, quoi. Plutôt qu'un état constant, parce que je ne pense pas qu'on puisse être constamment en paix intérieure. Parce qu'il y en aura forcément, il y a forcément des moments où ça va être pénible, où ça va être chiant, on va se prendre la tête, où ça va pas aller, parce que c'est la vie. Mais l'absence à certains moments de trop d'éléments qui ramènent à la dureté, à la difficulté de la réalité, et pouvoir parfois en fait être dans des moments où il n'y a pas trop de tout ça et où on peut savourer un peu le moment, dans un côté un peu pleine conscience, tu vois. Okay. Un peu genre, c'est sur des petits moments, peut-être un peu d'apaisement, on peut un peu en profiter. Tout professionnel qu'on soit et on aura pu faire toutes les thérapies du monde, il y a forcément des moments où ça va être compliqué. Donc est-ce que tu penses qu'on peut être en paix avec les moments compliqués ? Oui, je pense qu'on peut accepter, en fait. C'est ça, c'est accepter les moments compliqués. Accepter de se dire que c'est pas un échec, en fait, quand ça va pas, quand c'est la galère, quand, en fait, on n'arrive pas du tout à mettre les trucs de côté, qu'on est totalement angoissé, et se dire, en fait, c'est normal. Oui, pour moi, il y a un côté plus d'acceptation. Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que pour moi, la paix intérieure, c'est juste accepter. Accepter que parfois ça va et que parfois ça va pas du tout. Et réussir à profiter des moments où ça va plutôt bien. Accepter que ça puisse varier, que c'est compliqué. Mais je peux être en paix avec qui je suis, avec ce qui se passe, avec... Oui, c'est ça, c'est s'accepter et accepter, en fait. Accepter ses défauts, accepter ses défaillances aussi, en fait. Et se pardonner, en fait, se montrer quand même assez gentil envers soi-même. Ça paraît assez important. De se montrer assez sympa envers soi et de pas se juger trop sévèrement aussi, en fait. C'est ça, peut-être, que le diagnostic peut aider à faire, en fait. Par exemple, beaucoup de personnes TDAH, avant d'avoir le diagnostic, se pensent fainéantes et incompétentes. Alors que non, c'est du TDAH. Je veux pas dire non plus de sombrer dans une espèce de complaisance et ne plus faire aucun effort parce qu'en fait c'est bon, je suis TDAH donc c'est normal, j'y arrive pas, ou autiste ou dyslexique ou j'en sais rien. Mais ça peut aider à se montrer un peu plus gentil envers soi-même en fait. Et c'est quand même important d'être gentil envers soi. Donc là le diagnostic peut aider là-dessus. Ok. Voilà. Super. Pour conclure, si tu avais un message à transmettre, ou un conseil, ou je sais pas, ça serait quoi ? Manger des légumes et faites du sport. Ok. Non, je sais pas, sur le plan psy, non, je sais continuez en fait à vous renseigner, et, en fait, plus sérieusement, ce serait plutôt un message et un conseil d'esprit critique en fait. De ne pas hésiter à remettre en question ce que vous entendez, de ne pas hésiter à questionner en fait ce qu'on vous apporte, à questionner potentiellement la parole des professionnels, à vous questionner vous-même en fait, et à ne pas toujours croire ce qui a l'air facile et plaisant, parce que la tentation de croire ce qui sonne bien, ce qui a l'air facile, ce qui a l'air évident, elle est quand même très très forte, donc c'est important de pouvoir aussi montrer un esprit critique et de pouvoir s'y tenir et de faire confiance aussi à sa propre intelligence, au-delà de toute question de HPI, mais à sa propre intelligence et à ne pas croire tout ce qu'on entend en fait, de se montrer exigeant envers ce qu'on croit. Voilà. Hyper intéressant, du coup ça va dans les deux sens, j'allais dire, c'est oser se remettre en question et oser remettre en question sa représentation de soi et du monde, et oser remettre en question aussi les infos qu'on entend ou qu'on voit et qui viennent à nous. Exactement, voilà, ne pas croire non plus tout ce que notre cerveau produit, parce que parfois il dit un peu n'importe quoi, donc se remettre en question soi-même aussi, je me dis, on pourrait peut-être faire un autre échange sur les biais cognitifs, ça pourrait être intéressant. Je suis pas experte sur les biais cognitifs, mais oui, ça peut être intéressant, faudrait que je révise un petit peu, mais ouais.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Ce fut un plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Merci. À toi aussi en paix intérieure, du coup. Oui, merci. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va essayer d'y répondre, de partager. Ouais. Du coup, merci pour votre écoute, en tout cas. Et bonne journée ou soirée, ou je ne sais pas à quelle heure les gens écoutent ce podcast généralement, mais voilà, bonnes heures qui suivent. Top, merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr. Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!